Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring, je suis Driver, je suis la personne qui va vous ramener jusqu'au bout de cette émission. Si l'émission s'appelle Featuring, c'est qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec DJ Bellec. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Tu vas bien, Driver ? Tout va bien. Bon, on va revenir un peu sur ta longue carrière parce que t'as commencé très tôt, même si tu n'es pas vieux. T'as une longue carrière et surtout... tu t'appelles DJ Bellec, donc t'es DJ. T'as commencé DJ. Exactement. Ok, tu fais partie de... Ça se faisait beaucoup à l'époque et un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, de ces personnes qui ont commencé au platine. Et à un moment qui se sont dit, je vais me mettre à la production, je joue la musique des autres, un jour, il faut que je joue ma propre musique. C'est très important. Après, chacun a sa... Oui, chacun son histoire, on crache sur personne. Hein. Exactement. C'est juste que j'entends de moins en moins de DJ quelque chose aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ils ont tous des noms de beatmakers, mais il y a plus de DJ avant. Voilà. C'est pour ça que je peux le laisser maintenant, le DJ. Ouais, ça fait différent aujourd'hui. Exactement. Ok. Donc, j'aimerais qu'on revienne au début. Ouais. Donc, la première fois que tu es en rapport avec la musique, quand je dis rapport, ça veut dire que tu l'as fait, pas que tu l'écoutes. Ok. C'est-à-dire, toi, en tant que DJ, ou alors peut-être que tu as rappé avant, on ne sait pas. Non, j'ai fait du break à 5-6 ans. Ok. Et après, je suis passé... Il y a eu une période où il n'y a rien eu. C'est normal. Et à 10-11 ans, j'ai découvert les platines. Mais comment on se retrouve face à des platines ? Les platines, ça coûte cher. Et quand on a 10-12 ans, on n'a pas d'argent pour avoir des platines. Ah non, j'avais pas d'argent pour les platines. Comment tu te retrouves face à des platines à cet âge-là ? Bah, à l'époque, en fait, t'as Jamel Kor, qui est mon grand frère, qui se lance dedans aussi. Qui travaillait, je crois, je sais plus où, pour se payer ses platines. Puis moi, je suis arrivé en tant que petit frère, tu vois, je les regardais s'entraîner. Je le regardais, dès que j'ai compris un peu comment on éteignait la table de mixage, comment on allumait les platines, tout ça et tout, dès qu'il partait, bah, je m'entraînais en cachette. Et en fait, t'as vu, quand t'es petit, t'apprends vite. Et encore plus quand on a vraiment l'envie, je me mettais juste au niveau, comme j'étais petit, je me mettais vraiment au niveau de la table. Et je me mettais au centre et je regardais tous ses faits et gestes. Ok, donc en fait, t'essayais de recopier ce qu'il faisait déjà aux platines. Ok. Et de là, en fait, bah, je me suis entraîné pendant 1 an, je crois. 1 an ou 1 an et demi, tout seul, sans rien dire, parce que pour moi, c'était quelque chose de pas bien, tu vois. Ouais. Jusqu'au jour où il est rentré plus tôt que prévu. Et à l'époque, il croyait que c'était un pote à nous qui était en train de s'entraîner. Et en fait, ma mère, elle lui a dit non, je crois qu'il n'y a personne, je crois que c'est ton frère. Et en fait, il est monté et il l'a découvert et il a appelé tout. À l'époque, il avait pris son calepin, là, il avait pris le téléphone de la maison, il a appelé tout le monde pour leur dire incroyable ce qui se passe, je sais pas quoi. Et de là, bah, on m'a pris en main. Donc, ça veut dire que quand il rentre dans la pièce, il t'entend. Ouais. Il aime ce qu'il entend, c'est ça ? Ouais, il est choqué. Ouais, je m'en rappelle, il était vraiment choqué. Choqué, surpris, parce que j'avais le même niveau qu'eux. Sauf que t'avais 12 ans. Ouais, sauf que moi, j'avais 12 ans. Et du coup, après, ça s'est enchaîné. Et quand tu dis ça s'est enchaîné, qu'est-ce qui s'est enchaîné ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu vois, tu me dis, il prend son téléphone, il appelle tout le monde, il dit, il y a mon petit frère de 12 ans qui scratch, il est là, il est fort. Bah, déjà, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il avait une équipe de DJ. Qui était composé de DJ de Ske. Un grand DJ. Une personne qui m'est chère parce que ça, il fait partie de mes repères au niveau de la musique. Il y avait de Ske, il y avait Mehdi Med, qui est devenu DJ de Booba. Ouais, on connaît. Donc c'est beau aussi pour lui. Et après, plus tard, il y a eu Scalp. Mais au début, le noyau, c'était vraiment Kor, qui s'appelait, je crois, DJ Jamel. À l'époque. Simplement. Ouais, DJ Jamel. Et c'était Kor et Deske.
Ok. Et voilà. Et de là, ce qui s'est enchaîné, ça a été... il y avait beaucoup de compètes. À l'époque, c'était vachement hip-hop, donc il y avait pas mal de compètes, de DJ, de trucs et tout. Et j'étais l'attraction à chaque fois. Ouais. Parce que les gens, ils n'avaient pas l'habitude. Et moi, les gens qui me connaissent savent comment je suis. Je suis resté le même. Ça veut dire que j'étais déjà foufou dans ma tête. Ça veut dire que je scratchais, et pas que ça, quoi. Il y avait l'attitude, il y avait tout qui allait avec. Ok. Tu vois, il y avait de l'arrogance quand c'était les compétitions contre les autres équipes, les autres crews. Ok. Et franchement, voilà. On te remarquait. Voilà, on me remarquait. Exactement. Ok. Et donc, tu te retrouves à faire des championnats, des trucs comme ça? Ouais, je me suis retrouvé à faire les championnats de JMC. Ok. À l'époque, j'étais tombé, il y avait que des mecs plus âgés que moi. J'étais même pas prêt pour moi à passer le stade des qualifications. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais juste 2-3 plans qui étaient prêts, tu vois, avec mes platines. Après, je me suis dit, on va pas passer plus loin, mais je suis venu juste pour rigoler, moi, en fait. Et en fait, sans faire exprès, j'ai fini en finale. Mais ça veut dire, tu me dis, t'avais 2-3 plans. Ça veut dire le reste, t'as improvisé, en fait. J'ai improvisé, ouais. Et t'es arrivé en finale. Je suis arrivé en finale. Parce que, en fait, techniquement, j'étais vraiment au-dessus des autres. Ok. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Tu t'appelais déjà Belek à cette époque-là? Non, je sais même pas comment je m'appelais. Attends. Si, je crois que si. Je peux même... Tu sais quoi, je vais te donner l'anecdote de mon blaze. Parce que personne ne le sait. Moi, c'est Moclès, de la Secret Connexion, qui m'a trouvé mon nom. Ah ouais? Ouais. J'avais fait un festival à la Goutte d'Or, je crois que j'avais 12 ans. Ok. Et dans le métro, sur le retour, il disait, quand il scratch, tout le monde dit Belek. Faut l'appeler DJ Belek. Et c'est resté. Et de là, je l'ai gardé. Okay. Tout simplement. Et je pense que même lui, il s'en souvient pas. Ah ouais? Tu vois, pour te dire. Okay. Moi, ça m'avait marqué. Moclès, si tu nous entends. Merci pour ce blaze qui m'a beaucoup servi. Voilà. Et qui me définit bien jusqu'à maintenant. Ok. Et on reste encore sur ta carrière de DJ. Je sais qu'il y a eu un moment important. C'est le concert de Lunatic. Ah ouais. À l'Élysée-Montmartre. Ouais. C'est le seul concert parisien de Lunatic. Quand je dis seul concert, c'est-à-dire leur concert à eux, pas un truc où il y a plusieurs artistes. Ouais, exactement. Et c'était toi le DJ. Ouais. Comment tu te retrouves à être leur DJ? Surtout qu'à cette époque-là, il me semble qu'ils en avaient un autre ou je sais plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, c'était la chasse aux DJ. T'avais eu justement encore qui avait été le DJ de la Secret Connexion et de Fab. Je me souviens. Et qui s'était séparé d'eux. Et en fait, il y a eu une transition, en fait. Au moment où Core, il se sépare d'eux, on fait un show où je dois encore aller scratcher. Je me rappelle, j'avais pas le droit, j'avais pas l'âge de rentrer en boîte. À l'époque, ça s'appelait l'Enfer, je crois. Ouais, à Montparnasse. Le Red Light, voilà, exactement. Ah ouais. Et en fait, mon frère me ramène pour que je scratch. Et ce qui se passe, c'est que la soirée, tu connais les soirées de l'époque, coupe-gorge, ça part en vrille. Ok. Ça part en vrille totale. Du coup, on ressort de la soirée. Et là, mon frère, il était rentré en contact. Il avait essayé une première fois de rentrer en contact, justement, avec Géraldo, 45 Scientifiques, pour devenir le DJ de Lunatic et de leur équipe. Et en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de DJ, tout ça et tout à l'époque, il s'était laissé un numéro. Il avait dit, ouais, vas-y, il faut que tu passes tel jour à une salle de répète dans le 92. De là, mon frère, ça a collé avec eux. Et en fait, comme il n'y avait qu'une seule date, il fallait 2 DJ. Fallait pouvoir occuper la scène, avoir 2 DJ. Et en fait, quand ils ont vu mon niveau, ils l'ont proposé à mon frère, naturellement. Et du coup, j'ai vraiment eu la chance de vivre un moment historique du rap. C'est clair. À savoir le concert de Lunatic sur scène. J'étais au platine du début à la fin, avec Booba d'un côté sur une estrade et Ali sur une autre. J'ai des souvenirs de moi avant le concert qui, naturellement, t'as vu, t'es sincère, t'as ta naïveté qui parle. Je sais pas si je vais être à la hauteur. Tu vois, je suis petit, tu vois. T'as dit ça? Ouais. Et à qui? À Ali et à Booba. Et moi, je me rappelle, Ali m'avait rassuré, Booba aussi. Il m'a dit, t'es malade, tu vas le faire, ça va le faire et tout. Je m'étais entraîné comme un porc. Et quel plaisir de balancer la lettre. Ou d'autres. J'étais dans la salle, mec. J'étais dans la salle ce jour-là. Je me rappelle comme si c'était hier. Il y avait X-Men, Nesbill. C'est la première fois de ma vie où j'ai rencontré Nesbill, qui est jusqu'à présent qui est avec moi. Et voilà, c'est des souvenirs que j'oublierai jamais. C'est des souvenirs que, tu vois. Et je
Je me trouve même chanceux d'avoir vécu ça, tu vois, d'avoir eu la chance de faire partie des acteurs. Au final, C'est clair. je le savais pas, moi, à l'époque, ce que j'étais Ah en train non, de tu vivre. vis le truc, tu sais pas. C'est plus tard, en fait, que Ouais. tu te rends compte. Et puis derrière, quand tu vois la carrière qu'un Booba, il a pu réussir à faire, clair. tout ce qu'il a réussi à faire derrière, tu dis, tu vois, c'est beau d'être emmené déjà par les plus forts dès le début, en fait. C'est clair. Et ça te forge à continuer. Et puis c'est la passion, c'est ce qu'on se disait, tu vois, c'est la passion qui guide. Donc après, de là, il y a eu Après, j'ai fait Booba. Ok. Je me suis retrouvé, mon frère, lui, pouvait plus continuer les platines parce que Ouais. lui aussi, il était en train de faire ses... La production, Exactement, ça. il était en train de grossir et tout dans ce qu'il faisait. Donc il n'a pas pu continuer. Moi, j'ai continué. Mhm. Donc après, je me suis retrouvé à faire les tournées de Booba. Ok. On a fait quoi? On avait fait. Je me rappelle sur une date, en rentrant d'une date, je lui parle de ouais, faut faire des mixtapes. J'étais jeune, hein. Je devais avoir 18 ans. Après, tu sais, entre-temps, tu vois, il s'est passé plein de. Mhm. Et voilà, et je lui soumets l'idée d'une mixtape sur Booba. Je dis, t'as tes fans, tes trucs. Et au final, il lance Autopsie. Ouais. Et ce que je respecte chez Booba, c'est qu'à partir du moment où, à l'époque, le souvenir que j'ai de l'époque, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais le souvenir que j'ai de l'époque, c'est une personne qui lâche pas, en fait, qui va à fond. Mhm. Qui va à fond, qui vit Et le projet. Autopsie, c'était toi sur la première. Ouais, DJ, exactement. La ça. première, Ok. c'était moi. Autopsie Ouais. volume 1, c'était moi. Et après, j'ai suivi mon frère, j'ai arrêté, tout ça et tout. Ouais. Mais en tout cas, c'est des choses que j'oublie pas, quoi. Et qui Ah, me c'est servent. que, attends, c'est des moments marquants. C'est Lunatique, c'est Booba, c'est énorme. C'est des trucs qui sont marqués dans le rap français, qui sont gravés. Mais justement, la suite logique, enfin, logique en tout cas, pour ta carrière à toi, c'était le beatmaking, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Bon, je suis DJ, je joue la musique des autres, mais il est temps que j'envoie ma musique à moi aussi. Exactement. Comment ça commence pour toi? Franchement, je tape sur l'MPC de Deske encore. Ok. Je me rappelle. Ce sacré DJ de ce que, À l'époque, très important. t'as Neptunes Ouais. qui commence à, tu vois, avec les Noriega, tout ça et tout, t'as Ouais, Neptunes ouais, qui ouais. commence à ramener un style de musique et où la batterie est vachement importante. Ouais. Tu vois, où les drums sont importantes et en fait, bah, comme la MPC, t'as vu, en vrai, t'as plein de pads. Une fois que tu comprends le principe de reggae, de trucs, J'ai jamais compris, moi. tu vois, bah, j'ai eu la chance de J'en ai acheté une, je l'ai revendue. Ah ouais? Un mec s'appelle DJ Deske Ah ouais, qui m'a bah trouvé voilà. un acheteur, je me rappelle. Eh ben, tu vois, c'est Ce incroyable. Deske est incroyable. C'est Deske, cet homme de l'ombre. Voilà. Tu vois, et en fait, bah, je me mets je crois que j'essaye ma première prod à 16 ans, je crois. 16 ans, un truc comme ça, je crois que j'essaye. Donc Bon, là, t'es sur la MPC de Deske. exactement. Ok. Sur la MPC de Deske, en fait, j'ai regardé faire des prods, encore une fois, tu vois, tu Voilà. regardes. Je l'ai regardé faire des prods, et en fait, voilà, j'essaye une fois, deux fois, trois fois, et à un moment, ça commence à sonner. Ok. Mais bon, encore une fois, comme j'étais jeune, j'avais pas de conscience. Ou j'avais pas, tu vois, la notion des responsabilités que ça peut avoir derrière d'avoir du talent, qu'il faut y aller, Ouais. Du coup, il y a plein de prods que je fais, que j'enregistre pas, que je laisse. Je me rappelle, c'est Few, le pauvre, à l'époque, il arrivait et tout, et je lui avais fait il a sorti un morceau qui s'appelait Flow du Malawi, Aulnay, je sais plus quoi, et en fait, à la base, c'était sur une prod à moi. Ok. Sauf que moi, j'ai Tu l'avais jamais plus. retrouvé la prod. Et que la prod, elle était... Et je te jure, c'est vrai, elle était incroyable. Et je l'ai jamais retrouvée. Et du coup, il a fait sur une autre instrument. Moi, à l'époque, je faisais ça comme ça. C'était mon Donc, kiff. Je voyais pas l'aspect... Boulot. Voilà, travail. le boulot. Ou C'est un même, truc. ouais, attends, tu peux gagner de l'argent. Ou tu vois. J'ai eu la chance de prendre mon premier cachet. J'avais 14 ans. C'était Ok. un championnat, je sais pas si Deske s'en rappellera, mais c'était un championnat à Grenoble. Ah. À Grenoble, où il y avait Coup de Crosse, qui plus tard se fait Ok. appeler C2C. Ah. Et on leur a fait mal parce que je te jure que je les ai recroisés genre il y a 5 ans Mhm. et que le mec il m'a reparlé de quand on les a battus en finale. Ah ouais. Je dis mais attends, entre-temps, t'as fait des pubs Pepsi, t'as vu le monde entier, tu Tu me t'es reparles de resté ça. sur ça, sérieux, tu vois. Et du coup, bah ouais, ça a été on a fait un championnat à Grenoble, on avait un crew de DJ. Ok. Donc après... C'était quoi le nom du groupe? C'était Royal Touch. Ok. C'était Royal Touch, le toucher Royal. Et en fait, bah, dedans, il y avait Core, il y avait Scalp, il y avait Medimed, il y avait Deske, il y avait moi,
et il y avait un autre DJ démo qui était à l'époque le DJ de For My People. Ok. Je me rappelle comme si c'était hier. Ok. Et en fait, mon frère vient me chercher un jour et il me dit ouais, il faut que tu... on va aller à Grenoble, je sais pas quoi et tout, faut que tu viennes, faut qu'on s'entraîne chez François. Chez Desque. Et donc on y va et on monte le show. Je te jure que c'est vrai, on monte le show limite dans le TGV. Genre il n'y a rien de calé, tout ça et tout. Et on arrive sur place et tout à Grenoble. Moi c'est la première fois que je quitte la banlieue. Tu sais, en mode comme ça, pour le taf, pour scratcher et tout. Et en fait on arrive sur place et je parlais avec les mecs et je vois que des geeks. Ok. Ils ont tous des phrases techniques de fou dans la bouche. Ouais, est-ce que tu sais faire le triple, le je sais pas quoi, le 3 doigts, le one click, le truc. Et moi, je suis là comme moi, je les regarde tous, je dis, wow, on va se faire tuer. C'est quoi ces noms là et tout? Ça Je peut comprends être rien. impressionnant. Ils doivent être trop forts et tout. Et en fait, on les a tous tués. Et l'arme secrète à l'époque de Royal Touch, c'était moi. Le gène. Ouais, fallait. En fait, c'était une compétition, c'était en groupe. On était chaque groupe fait ses routines, tu vois, fait ses tricks, tout ça et tout. Et en fait, à un moment, t'envoies un membre en solo de chaque équipe. Okay. Et en fait, jusqu'à la fin, ils m'ont envoyé moi en solo. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me tapais et c'était des vraies équipes. C'était des gros DJ, vraiment. Déjà, tu me parles de coup de cross, c'était des tueurs. Hein. Bah, coup de cross, l'année où on les bat, ils deviennent champions du monde. Bah, tu vois. C'est juste que nous, en fait, après, on a tourné vers la prod. Ouais, voilà. Tu vois, dans la même année, en fait. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait déjà des trucs des belles choses qui étaient en train de se passer à l'époque pour le jeune duo qui s'appelait Corps et Scalp, qui a marqué le rap. C'est clair. Tu vois, avec des hits et des hits. Et en fait, on les a suivis, en fait. Donc, naturellement, on a commencé à lâcher un peu les platines. Ouais. Moi, je les ai toujours continués parce qu'à côté, je faisais DJ d'artistes pour Booba, où j'avais fait Amine à l'époque, ou Leslie. C'était marrant parce que des fois, je pouvais passer d'une date où j'étais avec Leslie à un concert avec Booba en Suisse. C'était incroyable. C'était pas le même public, pas la même musique. C'était rien à voir. Tu pouvais croiser Eliem avec son équipe de ouf, tu vois. Normal. Ou Nesbill, tu vois, à 22 ans, je te laisse imaginer la folie du van. Voilà. Tu vois. Et donc voilà, donc on a... Ton premier cachet en tant que DJ, c'était à 14 ans. Ouais, exactement. Maintenant, on remonte dans le temps, comme tu disais, tu tapes sur les MPC de Desque. Ouais. Mais tu t'en fous un peu, la preuve, c'est Few, il y a un morceau qui se perd et tout. Ouais. À quel moment tu deviens sérieux dans la prod et surtout à quel moment t'as ton propre matériel à toi? Parce que tout devient sérieux. Ouais, bah, ça s'est enchaîné vite en fait. C'est que ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais spécialisé dans les rythmiques. Tu vois, sur MPC, j'étais super fort dans les rythmiques. Genre de Neptune déjà. Ouais, j'étais chaud dans les rythmiques. Ok. Et en fait, mon frère, il faisait souvent appel à moi pour que je fasse les rythmiques. Ok. Donc en fait, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que moi, une rythmique par-ci, une rythmique par-là, Donc, sans ça... Là, tu tapes sur les MPC ton frère, en fait. Exactement. Ok. Il t'appelle, fais-moi une rythmique. Voilà, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. On bosse tous ensemble à l'époque. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, sans faire exprès, il y a des rythmiques qui se sont retrouvés sur des beaux projets. Donc ça a commencé à générer un peu. Tu peux nous dire. À l'époque, j'avais fait Ryan B Fever, sur lesquels je faisais le Ryan B1, sur lesquels j'avais pu bosser. Ok. Mais j'étais vraiment en ghost. Ou même Matt Pokora. Ok. Où j'avais bossé sur des anciens morceaux. Est-ce que c'est toi qui as fait le beat de Showbiz, la rythmique? Je crois que j'ai bossé dessus. T'es très Just Blaze. La première fois que j'ai entendu ça, je disais appeler Just Blaze. Ouais, Joe Biden. Ouais, grave. Ouais, exactement. C'est toi ou c'est pas toi ça? Franchement, j'en ai bossé tellement à l'époque que je pourrais pas te dire si c'est moi ou pas parce que j'étais petit, je m'en tapais. À la chaîne, tu faisais, on t'appelle, le truc, tu fais. C'est tout. Après, moi, tu fais confiance à ton frère, donc tu t'en fous en fait. Voilà, il faisait le reste. Moi, je voulais rester avec mes potes, j'aimais bien aller à Bondy, où il y a ma famille, rigoler. Okay. Je suis un grand charrieur et j'aimais. En fait, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Et je pense que c'est ça aussi le charme. Ouais. Tu vois. Et voilà. Et donc après, j'achète mon matériel. Je commence à avoir un peu d'argent pour m'acheter. Donc grâce à l'argent que tu gagnes sur les projets où tu. Les projets ou même les soirées ou tu vois, les concours de DJ où il y avait encore des trucs qui se passaient. C'est la musique qui te ramène cet argent. Okay. C'est rien d'autre que la musique. Okay. Ça a été la musique qui m'a permis de réinvestir. Et jusqu'à ce que j'arrive après à avoir un premier vrai contrat en édition chez Sony.
Et de là, après, t'as vu, ça coule tout seul, hein, dans le sens où, t'as vu, il y a que le travail qui paye. Mais à partir du moment où t'es assidu dans ce que tu fais, bah, derrière, ça, voilà. Hein. Ok. Donc, moi, je me souviens qu'il y a Corps et Scalp, donc, ils font ce projet, Ryan B. Fever. Ils inventent une musique, en vrai. Ils inventent une musique. Ça n'existait pas. Franchement, avant-gardiste de fou, et respect à eux, parce qu'ils ont fait bouger pas que la France, en vrai, la France, une partie de l'Europe et l'Afrique. Ouais. Parce que c'était un des rares projets qui réunissait et le Maghreb et l'Afrique noire. Exactement. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, voilà. Et du coup, la compile, elle cartonne, Corps et Scalp se séparent. Ouais. Et si je me trompe pas, dès la deuxième, c'est Corps et Bellec. Exactement. Ryan B. Fever 2, c'est vous deux. Ouais. Donc là, t'es plus juste en train de taper des rythmiques. Non. Là, tu participes beaucoup plus. Là, je participe. Je suis avec Corps. Je fais ce qu'il me demande par rapport à tous les projets, les directives qu'il a, parce que c'était lui le leader. Et voilà. Et mais puis. Tu te rends compte de la confiance qu'il a en toi à ce moment-là? Ouais. Parce que tu vois ce que je veux dire? Corps et Scalp, c'est un marché de feu. Ils ont tout retourné. Ouais. Ils se séparent de Scalp pour des raisons. Ouais, leur raison. Voilà. Et t'appelles toi, son frère, son petit frère. Tu te rends compte de bah, en vrai, confiance qu'il a en toi à ce moment. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, oh, sacré challenge? Pas du tout. Non. T'es toujours ce mec je vais qui pas peut dire, ne pas sauvegarder. Voilà, je vais pas dire non. Par contre là, tu sauvegardes. Sauvegarder. Mais je vais pas te faire le mec genre non. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte. Pour moi, c'était mon frère qui avait besoin de un frère qui a besoin de son petit frère, comme tu peux appeler ton frère pour aller chez le garagiste ou tu vois. Moi, je le faisais vraiment par passion. Et c'était naturel. La musique, elle est en moi. Je pourrais jamais vivre sans musique. Okay. Et je fais partie de ceux qui ont été choisis par la musique, pour moi. Tu vois, je l'ai pas fait pour... comme on se disait, on fait pas ça. On n'a pas fait ça. On n'a pas commencé pour l'argent. Vraiment. Non, c'est clair. Tu vois. Et donc, bah écoute, je l'ai fait naturellement. Ok. Je te dis la vérité. Je l'ai fait naturellement. J'ai apporté des bonnes idées. Des combinaisons de feats, parce que tu penses bien que toutes ces années de toute ma vie où j'ai écouté de la musique, forcément, t'as une oreille, elle devient bionique, tu sais, t'as des goûts, c'est comme ça que tu crées ta culture, tu vois. Bien sûr. Et à force d'emmagasiner, bah, tu t'imagines des combinaisons entre certains artistes, tu imagines des trucs, et voilà, donc... C'est bien dans la numéro 2 qu'il y a le single Amine et Leslie ensemble, c'est ça? Non, ça c'est dans le 1. Ah non, ils en ont fait aussi dans le 2, ouais, c'est vrai. C'est celle où il y a un clip très Bollywood. Il me semble que c'est la 2. C'est dans le 2, ouais, exactement. Exactement. J'avais vu Amine à l'époque. Il m'a parlé de ses clips. Il était marqué par ses clips. Ah ouais? Il dit qu'il voulait faire une cabriole. Incroyable. À un moment, il fait une cabriole dans le clip. Ah, je me rappelle même pas. Et bah, si tu le revois sur YouTube, il m'a dit quand il est rentré dans son quartier, les gens l'appelaient cabriole. Arrête. Il dit... ouais, mais à l'époque, ouais, c'était marrant. Vous avez voulu le mettre dans un truc Bollywood, il en a souffert, le pauvre. Ah, mais il en a souffert. Mais à l'époque, il était content. Hein. À l'époque, il était content. Hein. Après, ça marchait. Quand ça marche, on est toujours content. Mais on l'appelait cabriole. Ça a marché. Hein. Non, c'est clair, c'était une grosse époque. Et surtout, comme je le répète, vous avez inventé quelque chose. Moi, j'ai plus suivi. C'est plus eux qui ont inventé. Oui, voilà. Mais t'as participé. Ouais, t'as participé à ça. Et du coup, on avance là-dedans. Toi, est-ce que t'as des envies de faire comme ton frère? Ça veut dire, il a son label Art Top à cette époque-là. Art Top Record. Ouais. Voilà. Toi, t'es pas associé dedans. Ah non. Est-ce que toi, t'as des envies justement de créer ton label à ce moment-là? Parce que je sais que t'en as un aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est des envies qui sont arrivées par rapport à ton frère, en fait? Franchement, à l'époque, j'avais pas envie de faire un label. Okay. À l'époque, j'avais envie d'être... À un moment, tu sais, toi, tu connais l'être humain. Dans la vie, t'as besoin à un moment de prendre ton envol. En fait, j'avais juste envie de faire mes affaires. Okay. T'as vu l'image du petit frère, elle est bien. Ouais. Mais à un moment, tu dois être toi-même. Exactement. Mais à un moment, t'as besoin de te façonner, d'aller te brûler toi-même, d'aller te mouiller toi-même. Tu vois. Et moi, je fais partie des... C'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais je suis pas Momo Debouze. Tu vois, je peux pas rester derrière mon frère ou tu vois, j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin moi-même, j'ai mon caractère, tu vois, je suis un fonceur comme lui. Okay. Et du coup, voilà, bah, naturellement, au bout d'un moment, je commence à faire mes affaires. C'est quelle période, en fait?
C'est l'après Ryan B3. Ok. Après Ryan B Fever 3, on sort de Bercy. Mhm. Parce qu'on a réussi à faire Bercy en indépendant à Wow. l'époque, ce qui était très difficile. Mhm. Et ça, vraiment, reste pas à corps, parce que je me rappelle qu'à l'époque, Ça a dû être du boulot. ça a transpiré. Ah, Parce que va aller trouver les sponsors pour un concert, ah, pour des genre remplis de rebeux et de renois en train de danser, tu vois. c'est clair. Donc c'est sûr que t'auras pas le crédit mutuel qui donne le là. Ils seront pas là. Faut pas compter sur eux. Et du coup, bah, t'as vu, on a transpiré déjà pour cette date qui était incroyable Mhm. et que je garderai. Franchement, j'ai tourné avec énormément d'artistes. Ouais. Mais cette date-là, tu vois, quand c'est ton concert, la pression que j'ai eue, c'est juste avant de monter sur scène, cette sensation-là, et je l'ai jamais ressentie ailleurs. Pourtant, derrière, j'ai continué à tourner avec énormément d'artistes. J'ai jamais lâché les platines. Tout en ayant la production, à côté de ça, c'est comme si je te dis, c'est ma drogue. Aujourd'hui encore, tu touches tes platines? Je vais les toucher là aujourd'hui pour moi, Ok. tu vois, comme un sport, Mhm. pour voir si les W12 ils sont toujours en place, tu vois. Ok. Et ils sont toujours en place, je confirme. Mais à l'époque, c'était comment je pourrais dire ça, j'avais besoin de tout le temps d'être en rapport avec la scène. Ok. Même si je faisais mes affaires de DJ, d'artiste, commençais à composer pour d'autres artistes. Mhm. S'il y avait moyen de monter sur scène avec un artiste après, il fallait que ça me parle. Ok. Tu vois, j'ai eu l'occasion à l'époque, j'aurais pu être le DJ de. Après, c'est pas méchant, j'ai un très 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 grand respect pour sa carrière, vraiment, parce que pour moi, c'est The Tube Man, tu vois, jusqu'à maintenant. Mais j'aurais pu être à une époque le DJ de Maître Gims, tu vois. Ok. Mais je me voyais pas sur scène, tu vois, faire Bella ou. Tu vois, Mhm. même si c'est des gros hits. En fait, je l'ai fait avant. Ouais. Tu vois, quand je faisais Leslie ou Amine Ouais. ou quoi au platine, moi, ma culture à moi, Mhm. c'est que le rap américain. Pour les gens qui me connaissent, c'est depuis tout petit, je me bute au rap américain. Ok. Du coup, j'avais plus envie de le faire, Je vois ce que tu dis. tu vois. Ok. Et donc voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mes affaires après le Bercy. Petit à petit, j'ai fait un projet qui était en avance Mhm. pour l'époque, vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche. On va y venir, on va y venir. Exactement. Tu parles de VIP. Exactement. On va y Bah, venir. en fait, ça a été la suite logique, en fait. Et de là, j'ai pris Mais- goût à. Est-ce que tu te rappelles du premier son que tu as fait en Mhm. termes de beatmaking, Ouais. mais seul? C'est-à-dire, il y a plus, c'est plus Core et Belek, c'est DJ Belek. Ouais, attends. Que je dise pas- J'avais fait. Franchement, j'ai eu la chance de faire un classique, mais j'avais pas été crédité dessus à l'époque. C'était le bordel. J'avais fait l'instru de Nesbill et Salif. Ou Salif Nesbill, je sais plus. Ah ouais. C'était pour la mixtape de TLF ou TLF, je sais plus si c'était un TLF ou quoi. Je sais qu'il y avait Iqbal dans le truc. Et je crois que ça a été une des premières instrus que j'ai faites en mode solo de la tête aux pieds. Et c'était pour un vrai classique. Ok, C'était Nesbill, Salif, et je sais pas si on avait aussi un autre. Je m'en rappelle plus. ok. Mais il y a eu ça. Il y a eu quoi? Mes premiers placements solo, Mhm. ça a été ça. Ça a été Joke, Ok, Django, ouais, Licence to Kill de Esprit Noir. ok. Et je me demande si je crois que j'en ai. Bah si, j'avais fait sur VIP, j'avais fait un son, un inédit de Socrate, de McTayer. Mhm. Mais franchement, ma première instru solo, ouais, je crois que c'était ça. Hein. Ok. C'était ça. Donc là, ça y est, t'es tout seul. Là, t'es d'abord en beatmaker, ok? Ouais. Ton truc, c'est de placer. Tu Ouais. fais un maximum de sons et t'essaies de les placer. Ouais. Ou alors, tu travailles avec les artistes en direct. Ouais. Bref. À ce moment-là, ça commence à marcher pour toi. Mhm. C'est-à-dire, tu commences à placer à droite, à gauche. Tu te dis toujours pas que tu vas faire un label. Non. Ok. VIP, la compilation, Ouais. ça sort chez qui? Quoi? Comment? C'est quoi ton rôle dedans, en fait? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Alors, VIP, ça sort sur un site internet à l'époque. En fait, je fais tout seul à l'époque. Mhm. Tout d'un coup, je me retrouve où j'ai envie de tout faire tout seul. Ça veut dire que je contacte les artistes Mhm. et je contacte tous les artistes. Ce qui est bien, c'est que c'était avant-gardiste parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pété après.
Tu vois, alors, ils ont pas pété grâce à cette compile, tu vois. Mais le constat est que quand tu regardes la tracklist, Il y avait du monde, hein. il y avait du monde. Il y avait du beau monde qui, à l'époque, c'était pas du beau monde. C'est ça, Ouais, ça le ils charme. étaient en train de se faire. Il y a Exactement. beaucoup de gens qui étaient en train de se Tu vois, construire. il y en avait qui étaient en train de se construire. Ouais. Tu vois, il y avait Mister You, Ouais. Lacrim, Dossé, Fianso, Seth Gecko, McGregor. Après, il y avait l'Escadrille. Il y avait du monde. Tu vois, il y avait du monde. Et en fait, ce projet-là, je le fais. J'ai aucun but quand je le fais. J'ai juste envie de trouver une nouvelle formule. Ok. Tu vois. En fait, un R&B des années 2010, tu vois, mais sur un autre autre concept. mélange, un autre Exactement, mélange. un autre mélange, c'est exactement ça. Et en fait, bah, je le fais à l'arrache. Je l'enregistre chez Core, parce que j'avais pas mes studios à l'époque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je le sors sur un site internet que je crée avec Fifou. Ok. Je reste 24 heures chez Fifou. Je me rappelle, on avait annoncé une sortie le 11 juin. Et le 10 juin, le site, il n'était pas fait. Et ça veut Vous êtes dire des grands fous. Ouais, ça veut dire qu'on s'est retrouvés avec Fifou. Je te jure, c'est vrai. On a transpiré, moi, Fifou et Romain, et Roro. On a transpiré pendant 24 heures. Je suis resté chez lui. Et en 24 heures, on a tout sorti, de la jaquette à tout. Et en fait, je l'ai mis en téléchargement sur ce site-là. Le but à l'époque, c'était... j'avais pour idée de vouloir faire un blog. Tu sais, sur le lifestyle et tout, tu vois. En plus de Very Insolent Personality. En fait, t'allais sur le site, tu pouvais télécharger la mixtape, et en même temps, t'avais un blog de l'actualité, de la dernière paire de baskets, des trucs et tout. Mais en vrai, j'étais trop en avance. Ouais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. J'étais trop en avance. Parce que, par exemple, moi, les sneakers, c'est toute ma vie. Comme j'ai baigné dans le hip-hop jeune, j'ai eu la culture de la basket. Comment, à cette période-là, tu peux avoir envie d'en parler, en fait? T'aimes les sneakers, ok. Bah, T'achètes tes sneakers, tu les mets, t'es content, mais de là, avoir envie d'en parler à ce moment-là, c'est pas commun. C'est d'où elle sort l'idée, en fait? Bah, en fait, je sais pas, je me dis, faut faire un... En fait, le concept de Very Insolent Personality, pour moi, c'était de reprendre tout ce qui est insolent. Et genre, il y avait des paires de ouf qui sortaient, bah voilà, ça, c'est Very Insolent Personality. Ou, je sais pas, bon, ça a été plus tard, mais genre, le coup de boule de Zidane, Very Insolent Personality. Ok. Tu vois? Je vois. Et en fait, le concept, c'était ça. C'est ce que je disais aux rappeurs. Quand je les contactais, quand je leur parlais du projet, je leur disais, les gars, vous vous rappelez la scène de Saïd dans La Haine, là, quand ils sont dans la salle d'expo, là, d'art, là? Ouais. Et je dis, bah, nous, c'est ça. Je dis, on va aller dans ce milieu-là, alors qu'on n'y est pas prévu au programme. Et c'est même pour ça que le projet, il avait un côté bourrin. C'était fait exprès. Tu sais, de reprendre David Guetta de Sexy Beach et de mettre Al Capote dessus. Tu vois? Avec un rap d'Al Capote qui était incroyable. Tu vois? Et en fait, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire ce projet. Donc, derrière, j'ai pas mesuré, parce que j'étais seul, j'ai pas mesuré en fait le succès du projet, le bouche à oreille en fait. Tu vois, il y avait pas les plateformes de stream, tout ça, il y avait pas à l'époque. Non, c'est clair. Mais je sais pas, à ce moment-là, aux États-Unis, il se passe un truc sur ce genre de musique. Il y a des trucs de Pitbull, Black Eyed Peas, tout ça. Il y a déjà ce truc. Toi, tu cherches pas à pousser le truc plus loin qu'un site internet à ce moment-là? En fait, si, mais le problème, c'est que t'as une belle tracklist, même s'il y a des mecs qui étaient en train de se construire, il y avait quand même quelques noms et tout. En fait, ce qui nous a freinés, c'était que moi, le projet, j'en ai eu l'idée en janvier ou en février. Il fallait que je le sorte en juin. Et le problème, c'est qu'il me fallait que je puisse avoir des faces A. Ouais, bien sûr. Et les faire, c'était, par rapport au temps, c'était trop juste. Donc, je me suis dit quoi? Bon, vas-y, premier projet, on va y aller en mode... Ouais, moi, c'est plus, la question, c'est plus la suite, en fait. On va y aller en mode... à l'arrache, on va prendre que des phases B. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas pu le commercialiser. C'est qu'au niveau de la clairance, ça aurait été impossible. C'était pas possible. Tu vois? Mais tu t'es pas dit, ok, si derrière, je fais un vrai album. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup roulé pour les autres. Tu vois, dans ma vie et tout, dans ma carrière, j'ai beaucoup pensé aux gens. À leur carrière à eux. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, bah, mon talent, il a été repris pour aller travailler sur des artistes. Ce qui fait que j'avais plus le temps, moins de temps pour Very Insolent Personality. Et que le premier, il avait eu un très gros succès, mais je m'en rendais pas compte parce que j'avais la tête dedans, que j'avais tout fait tout seul.
Et en fait, on n'applaudit pas d'une main, et à l'époque, je pense que j'aurais eu besoin d'avoir une équipe pour continuer le Very Insolent Personality, le concept. Après, aujourd'hui, on est en 2020, vous n'êtes pas à l'abri que... Surtout que c'est le moment, là. Ouais, là, ça y est, ça fonctionne. Personne n'a de souci avec ça. Non. Les gens, je vois, ils dansent dessus en club les gens, normal. Les gens, à l'époque, ils étaient les rappeurs et tout. Il y avait des rappeurs qui... Ah ouais, mais t'es... C'est ça, moi, c'est ce qui me choque un peu quand je regarde la tracklist aujourd'hui. C'est que je me dis, tous ces rappeurs-là, ils ont dit oui. Ah, ils ont dit oui. Alors que c'était pas évident, ça, à ce moment-là. Ouais, ils ont dit oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais à l'époque, ça, c'était pas évident. Rapper sur ce genre de son. En vrai, t'as eu... Plus, t'as beaucoup de rappeurs hardcore, tu vois ce que je veux dire, sur ce genre de son. C'était le but. Et en vrai, j'ai été choisir des artistes qui étaient en devenir. C'est-à-dire que même s'il fallait les convaincre, c'était des mecs qui savaient que c'était bien aussi pour eux. Et qu'ils avaient besoin d'en être pour continuer, pour avoir de l'actu, en fait, tout simplement. Quand t'as un artiste en développement comme La Crime en 2000, je crois que c'était en 2010, un truc comme ça, en 2010 ou 2011, bah... Tu prends tout ce que... Je me rappelle même, ça a été sa première interview à La Crime. J'avais fait un truc et tout, et genre, c'était une des premières interviews qu'il a faites, je crois, c'était pour Very Insolent Personality, tu vois. Et du coup, non, j'ai eu des artistes qui, à l'époque, ont répondu présent. Le plus dur à attraper à l'époque, c'était You. You, parce qu'il était en cavale. You, il avait déjà sa petite légende qui commençait, tu vois, qui était en mode... Quand il était en cavale, son buzz, il était très très haut. Ouais. Bah, j'ai réussi par l'intermédiaire de Bim Bim, qui m'avait beaucoup aidé. Qu'on salue. Exactement, Bim Bim, qui m'a beaucoup aidé à l'époque pour contacter les artistes, pour les ramener, pour trucs et tout. Faut pas oublier, et je le remercie... Je le remercie fort pour ça, parce que il a fait partie des acteurs. Après, dommage que nous, derrière, on n'a pas eu de retombées, tu vois, économiques plus que ça, parce qu'en vrai, il n'y avait rien. C'était un projet en téléchargement gratuit, tu vois. Mais je suis content de l'avoir fait. Et je me dis qu'au final, je m'étais pas trompé, en fait. C'était juste trop tôt. Quand tu vois Rapta... on est clairement dedans, Gradure. Gradure, tous les gros morceaux, là, aujourd'hui, ça va dans ça. Et on m'a même demandé un titre comme ça il n'y a pas longtemps. Tu vois c'est le bon moment. Électro, et je l'ai fait en plus, pour lundi. Prends le temps, fais-nous VIP 2. Franchement, je crois que je vais m'y remettre. Hein. Prends le temps. Je crois que cet été, on va pas partir en vacances, on va s'en faire un beau. Hein. Voilà. Avec la nouvelle génération, et puis ceux qui veulent en être, ils seront le bienvenus. C'est clair. Voilà. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on avance un petit peu dans le temps. Et il y a un truc que j'ai remarqué, en tout cas, quand je dis Bellec, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la période Ryan B. Fever, VIP pour ceux qui ont connu, et qui ont l'impression que tout s'est arrêté là pour toi, alors qu'en fait, t'as fait plein de choses derrière. Et j'ai l'impression que tu communiques pas assez sur ton nom, sur toi, en fait. Il y a plein de gens qui savent pas, et on est obligé de dire, attends, il a fait ça. Et là, les gens sont choqués, en fait. Et c'est voulu ou... Franchement, je vais te dire la vérité, c'est voulu, oui. Parce qu'il y a plein de moments où j'aurais pu me mettre en avant et j'ai pas voulu. Parce que j'aime bien aussi ce côté Superman, t'as eu de pouvoir enlever sa cape. Et moi, je fais partie de ceux qui... j'ai rien à prouver. Du fait, je fais ma vie, en fait. Je suis quelqu'un de normal jusqu'à maintenant. J'ai toujours les mêmes amis d'enfance. Ce qui est un repère qui en dit beaucoup sur la personnalité aujourd'hui, parce qu'on connaît la valeur de... la durée des nouvelles amitiés, donc voilà, t'as vu, en fait ça a été un choix. Après c'est aussi le fait, il y a de ma part un manque d'organisation, tu vois, où voilà, t'as vu, quand t'es seul, parce qu'après t'as vu, tu veux faire tes affaires tout seul, c'est-à-dire même aller demander à mon frère ou un truc, non, je voulais plus. Même si je dois me casser les dents, je vais me les casser tout seul comme un homme, et je vais me relever comme un homme, et ça va rien faire. C'est respectable aussi, tu vois. Du coup, j'ai pas été plus mis en avant que ça. Tu vois, moi, ça me dérange vraiment pas, tu vois. Je suis bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent pas mon parcours jusqu'à maintenant. Pour citer des noms, t'as bossé avec Niska, t'as bossé avec SCH, t'as bossé avec La Crime, t'as bossé avec Landy. Je sais pas si je dois en oublier d'autres. Il y en a beaucoup. Là, on parle quand même du rap actuel. Donc on ne s'est pas arrêté à Ryan B. Fever. Il y a plein de gens qui savent pas ça. Bah en fait, je vais te dire la vérité. Ma récréation, elle a commencé au moment où je sors
de R&B, tout ça et tout. Parce que comme le concept, c'est un concept qui est trouvé par Core et Scalp, moi, en fait, comme je t'ai dit, derrière, j'ai suivi et j'ai fait le taf par rapport à mon frère. Mais ma culture musicale à moi, c'est pas le rail. Ouais. Tu vois, ma culture à moi musicale, c'est le hip-hop. Ouais. On peut parler de la trap ou d'avant, il n'y a pas de problème. Ouais. Je connais ma culture. Tu vois. Et en fait, bah, moi, ça a commencé à partir de VIP. Et plus les années sont passées après VIP, plus je me suis décomplexé à m'amuser, à faire mon kiff. En fait, j'étais tellement concentré en studio que j'ai pas été à côté sur le côté photo. Image, ou même tu regardes mon Instagram, je vais mettre ce que je fais, mais ce que je travaille. Mais je vais pas mettre mon lifestyle où tu me verras pas faire une photo en studio avec, tu vois, où je vais le faire, mais très rarement si j'y pense. Tu vois, je suis focus dans mon boulot et pour moi c'est le travail qui parle. Avant tout, c'est le travail qui parle et s'il y a des gens qui connaissent pas mon parcours, on va faire en sorte sur le futur, tu vois, dans le futur, il sert aussi à ça mon label aujourd'hui, c'est de pouvoir justement remettre un doigt sur, tu vois, pouvoir repointer du doigt les bonnes actions qu'on a pu faire pour le rap, tu vois. Ok. Moi, j'aimerais qu'on parle rapidement de Nesbill. Je dis rapidement parce que j'aimerais beaucoup le recevoir, lui, pour parler. C'est normal. Mais, et tu l'auras. On croise les doigts. Mais Nesbill, je me souviens, on doit être en 2014. Je suis nul dans les dates. On va dire 2014, 2015 par là. Moi, j'étais signé en édition chez Sony ATV aussi. Donc, j'étais là-bas pour signer des papiers, tu sais, des trucs, là, les piles... ça s'arrête jamais. Je connais les dépôts, ça. Voilà, donc je suis là-bas et j'entends une dame qui passe dans le couloir et qui parle à une autre personne en disant « Oui, ça c'est les dépôts de Bellec et Nesbill pour l'album. On est en 2014. » Je me dis « Ah, l'album de Nesbill, il va sortir un album et tout ça avec Bellec et tout ça. » Et finalement, on n'a rien eu. Et là, on est en 2020. On vient d'apprendre qu'il revient au rap parce qu'à un moment on avait compris qu'il s'est arrêté et qu'il revient au rap, il bosse avec Jul sur un morceau, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce retour, si t'es impliqué ou pas? Ah, je suis très 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 impliqué dans le retour de Nesbill. Nesbill, c'est un frère. Ça veut dire que quand je travaille avec Nesbill, je le fais de manière vraiment fraternelle. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi, qui fait partie de mes repères. Parce que il a été témoin et il a vu beaucoup de mes actions. Quand j'étais en train de marquer des buts, il était souvent là. Donc c'est un Nesbill, c'est un frère. C'est plus profond qu'une relation de musique. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps. C'est que en fait, à côté de ça, Nesbill, c'est un mec qui a fait des classiques, qui en a pas eu forcément les retombées qu'il méritait. Ce qui fait que quand derrière le frérot, il me dit qu'il veut qu'on va retourner en studio. On a fait un projet qui est jamais sorti, qui est incroyable. C'est ça, c'était ça, de ça que c'est. Exactement. C'est un projet que j'ai fait de 2012 à 2013, je crois. En fait, je l'ai fait avant de rentrer, que mon frère m'appelle pour la crime. Ok. En fait, c'est un projet qu'on devait sortir, que j'ai fait à l'époque dans le 9-5. J'avais pas de studio, j'ai eu la chance d'avoir un ami à moi qui avait une grande maison qui s'appelle Edouard, qui nous a généreusement accueillis pour bosser le projet. Ok. Donc on appelait ça la forteresse. Ok. C'était une grande baraque qui ressemblait à une forteresse. Et en fait, ce projet-là n'est jamais sorti. Parce que après, t'as vu, il y a des aléas de personnes qui veulent aider ou qui veulent pas aider, qu'on comprend pas en fait, qui au final nous retardent dans nos décisions, que ça soit point de vue business ou autre, qui fait que bah sans faire exprès le projet il vieillit, tu vois. Ok. Et que même s'il est incroyable, et vraiment je vous assure que c'est un projet. Bah en fait pour vous donner une idée, il y avait un titre. C'était du PNL avant PNL. Vraiment. Okay. Genre vraiment Ness avait fait un titre incroyable que je peux pas donner le titre parce que le titre on l'a réutilisé pour ce qui va arriver. Ok. Mais le titre était incroyable et en fait on n'a pas sorti ce projet là.
Derrière, Nabil, c'est une personne qui, tu vois, qui est un père de famille. Nesbill, tu vois, c'est un mec qui a une vie à côté. Ouais. Et je peux pas lui demander d'être là. Tu vois, il a un rapport spécial avec la musique. Ouais. Tu vois, qui fait que je peux pas me permettre de venir lui dire, ah, frérot, ça c'est mon ref, on y va à ton rythme. Quand tu veux, on y va. Ouais. Tu vois. Et donc voilà, on a façonné, en fait, ce qui va surprendre les gens quand Nesbill, si Dieu veut, voilà, quand on va sortir ce fameux projet, ce qui va surprendre les gens, je pense, c'est l'update de Nesbill par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et tout. Ça qu'on se demande. Ah, il l'a réussi, hein, je veux vous dire. Il l'a réussi, sauf que, par exemple, t'as Rimka qui l'a fait, pour te donner un exemple entre les deux, t'as Rimka qui l'a fait en public, qui a fait une update en public, et qui a marché. On a tout vu. Tu vois, et t'en as un autre qui, lui, l'a fait dans son coin. Ouais. Sauf que Nesbill, c'est un psychopathe de la musique et de YouTube. Le mec qui me sort des rappeurs, bah, pour te donner une idée, il y a 2 semaines, je regarde Gucci Mane, il a signé 3 nouveaux artistes. Je te jure que sur les 3, Nesbill, il m'en parlait de 2. Des États-Unis. Avant qu'il signe chez Gucci Mane. Il me dit, ah, regarde, t'as vu, il a signé lui, je l'écoutais, c'est l'autre de New York, la meuf, là, de Seattle, tout ça, tac, tac, tac. En fait, c'est un ouf, il kiffe écouter les rappeurs des States pas connus. Ok. Tu vois. Mais vraiment, tu vois, il se prend la tête et tout, et il se trompe pas. La preuve en est, je regarde sur le truc de Gucci Mane, il a vraiment signé. Signature. 3 mecs, sur les 3, il y en a 2 que j'ai entendu. À travers Nesbill m'en a parlé, tu vois, avant qu'il soit connu. Donc il a vraiment réussi cette update-là. Ok. Tu vois, de la culture musicale, c'est ce que je dis en fait. C'est ce que je dis aux artistes à chaque fois, pour vous renouveler, les gars, faut écouter de la musique. C'est clair. Faut être curieux. Ça a été la force de Booba. Bien sûr. Tu vois, si tu le vois encore aujourd'hui, c'est parce que le mec, ça se voit qu'il écoute de la musique. Ouais. Il sait se renouveler. Il sait ce qui se passe, il connaît les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs, il est connecté. Si tu restes bloqué sur l'époque 2005, c'est sûr que tu vas pas parler aux jeunes. Même si t'es fort à la base. Même si t'es très très fort et que t'es un génie, tu vois. Ça évolue. Ça évolue, il faut évoluer aussi avec le temps. Exactement. Et donc voilà, donc c'est pour ça ce projet-là n'a pas pu sortir pour des raisons qui restent... même moi, des fois, je comprends pas. Tu vois. Et voilà, il avait fait une petite apparition sur Rip Rowan de la Crime. Les gens avaient kiffé. Et puis là, on s'apprête à renvoyer. Par contre, cette fois, ça va être intensif. Et ça va pas être... ça va être avec un rythme. Il y aura le rythme des titres. C'est vraiment un choix. C'est un choix de la part de Nes de prendre son temps tranquille. Il n'y a pas que la musique. Même si quand t'écoutes ce qu'il fait, tu te dis, ouais, pour lui, il n'y a que de la musique. Il a toujours été dedans. Il a besoin de prendre du recul. Exactement, prendre du recul. Ok, on est pressé d'écouter tout ça. J'aimerais maintenant qu'on parle de ce fameux label. Donc à quel moment ça arrive, à quel moment tu te dis, bon, là j'y vais. Je monte mon label. En fait, ça se fait... ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, en fait. Parce qu'il fallait que je touche de l'argent. On pouvait pas me payer en mon nom propre. Ouais. Tu vois. Donc, il fallait que je fasse ma société. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à y réfléchir vraiment. Et j'ai pas envie de faire comme les autres ou de faire pour faire, tu vois, pour dire que j'ai... Pour moi, il faut vraiment que les choses elles soient cohérentes. Faut que ça glisse. Faut que ça soit fluide. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire mon label. C'est que j'en avais pas l'utilité avant. J'étais beatmaker et DJ pour les autres artistes. C'était cool comme ça. J'ai voyagé léger pendant pas mal d'années. Et puis, en fait, voilà, ça arrivait il y a 3 ans. 3 ans, mais réellement que les choses se mettent en place et qu'il y a des beaux artistes et tout, ça fait là 2 ans. Ça fait 2 ans et puis qu'on officialise pour de vrai, c'est là. On est en train d'officialiser. Donc, le nom du label, c'est Morning Glory Music. Qui veut dire la gloire du matin au States, sauf que c'est une expression qui définit autre chose. Qui définit quoi? Qui définit quand on se lève le matin. Et c'est fait exprès pour que les gens comprennent, on n'est pas des incultes, on prend pas des mots parce qu'ils font bien. C'est voulu. Parce que pour moi, cette dalle-là résonne la manière dont tu dois sortir le matin et comment tu dois avoir envie toute la journée. De tout éclater. Pendant c'est toute tout. la Donc journée. voilà, Morning Glory Music, qui est un label de production et d'édition, qui compte Landy, qui est
qui est un génie de la mélodie, qui compte Landy en édition, pas en artiste. Il est en artiste, il est chez des amis à moi qui sont 109 Records, qui est un label aussi d'un pote à moi. Donc j'ai Landy, j'ai ZKR, qui est un rappeur du Nord, qui est de Roubaix, que j'ai signé l'année dernière et on est en train de le développer et c'est du sérieux. J'ai Nesbill qui est là, qui est là justement aussi en mode, tu vois, Uncle Snoop, comme on se le disait, tu vois. Donc Nesbill est signé sur ton label. Ouais, exactement. Cool. J'ai Nesbill sur mon label. J'ai un rappeur qui s'appelle Decimo, qui vient du 78, Mantes-la-Jolie, qui a un univers bien spécifique à lui, qui est très très fort. Et j'ai Ryan. Ryan, c'est un développement où je pars de zéro, où voilà, je sais que quand on va en studio, c'est pas encore parfait, mais en fait, c'est le personnage qui m'intéresse. C'est le personnage et à force de travail, les morceaux sont là aujourd'hui et c'est un mec qui rappe vraiment bien et je pense que les gens vont aimer. Donc lui c'est le dernier de l'équipe. Et si je comprends bien, donc le premier projet de ton label, ça va être Nesbill en fait. Le premier projet de mon label, ça va être, je pourrais te dire ça dans un mois, en fait, parce qu'on est en train de tout terminer. Et ça va être entre ZKR et Nesbill. Voilà. J'ai été, Landy, ça a été mon premier projet en tant qu'éditeur. Mais en tant que production pure, ça va commencer là avec ZKR et Nesbill. Et quand t'as un label comme ça, tu signes des nouveaux artistes, je parle pas de Nesbill, on le connaît tous, mais que tu signes des nouveaux artistes, monsieur Landy, là, il a déjà son buzz aussi. Comment t'as un plan pour bosser, et là je te parle pas de musique de studio, je te parle de marketing, t'as un plan ou t'as une équipe pour bosser sur ces artistes-là pour qu'ils deviennent des noms importants? Ouais, j'ai des personnes j'ai une personne qui s'appelle Lucas qui bosse chez Believe, qui est une maison de disques, un label de distribution avec qui j'ai des très bonnes relations qui m'aident beaucoup pour tout. J'ai Kevin qui est un mec qui bosse pour Morning Glory, qui est un peu un homme à tout faire, chef de projet, tout ça. Et après on paye des gens, tu sais, au coup par coup. Tu vois, que ça va être pour de la promo ou attaché de presse ou tu vois, des besoins marketing. On va trouver les bonnes personnes à chaque fois pour trouver la bonne sauce et et c'est le temps de grossir et après on va salarier de plus en plus de personnes si on peut. Tu vois, si les succès des albums ils viennent comme ils doivent venir, on ira salarier, on ira grossir naturellement en vrai, tu vois, comme toute petite entreprise, petit à petit tu commences à prendre du poids. Donc voilà. Je dis ça parce que aujourd'hui, il y a énormément de rappeurs, tout ça, et c'est normal quand t'es boss de ton label, tu signes des gens, c'est que tu crois en eux. Donc c'est normal. Mais il n'y a pas des moments où tu te dis, bon, comment je vais faire la différence? Si, bien sûr. Ces moments-là, ils sont tout le temps présents. Est-ce que ces moments-là, quand tu te poses cette question, ça commence déjà en studio, c'est-à-dire sur la musique, ou alors tu te dis, on va trouver une opération marketing qui va faire que... Non, la musique, c'est important. La musique, ça reste la musique. Alors, bien sûr qu'il faut des artistes avec du charisme et le personnage. Mais avant toute chose, la musique, c'est important. Que tu fasses de l'entertainment, que tu sois dans une musique un peu, tu sais, entre guillemets, tu sais, teubé, tu vois, ou que tu sois dans un rap construit et tout, il faut que tu excelles dans ton domaine. Après, il faut essayer de te démarquer des autres. Faut essayer de te démarquer des autres et moi là où j'essaye de mettre mon grain de sel par rapport à plein d'autres artistes, ça va être dans les prods où je vais venir avec des prods qui vont faire la diff. Je vais me prendre la tête pour faire des prods qui vont faire la diff et même en prod j'ai des beatmakers qui bossent avec moi que j'ai signé sur mon label en édition qui sont des jeunes je leur apprends en fait, je prends d'eux leur énergie et eux, ils prennent de moi mon expérience. Tu vois, voilà. Bon échange. Exactement. C'est exactement ça. Et on essaye de se compléter tous ensemble pour arriver à des belles couleurs. Je peux aujourd'hui, je peux assumer tout le travail qu'on veut,
Mais j'ai besoin d'avoir aussi une autre énergie, une autre folie. Ouais. Tu vois, j'ai la chance d'avoir des... J'en ai pas 1000, hein. On est 3 ou 4. Mais voilà, je vais leur dispatcher un peu, leur dire voilà, là je cherche un peu ça. Essaye de me commencer une base comme ça. Derrière, je la reprends, je la gonfle à ma manière. Et voilà, quoi, on y va. Tu vois, mais par rapport aux artistes, ça passe par le... Bien sûr que ça passe par la musique, mais après c'est beaucoup de marketing hein, aujourd'hui. Ah, c'est le nerf de la guerre, mais moi j'ai l'habitude de dire que le marketing il peut commencer en studio aussi. Ah, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, une chanson, s'il y a un truc, un thème spécial. Puis ou même machin. les détails. Exactement. Les détails sur un artiste. La guerre des détails, c'est très important. Tu prends un exemple PNL. Ouais. Moi, PNL, je pense que dans le côté pousser le truc à fond, on a eu la chance d'avoir un bon groupe, tu vois. Structurés, qui sont professionnels, qui arrivent à te mettre... à faire baver toute la France. Qui ont une ligne directrice, une ligne de conduite. Ils s'en tiennent. C'est exactement ça. Ouais. Et donc voilà, tu vois, c'est les détails. C'est pour n'importe quel artiste, tu vois. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des artistes qui devraient pas avoir Snapchat. Ou qui devraient pas avoir... Parce que ça leur dessert. Tout le monde ne peut pas raconter sa vie. Tout le monde ne sait pas être intéressant. Et tout le monde ne sait pas ne pas déraper. Exactement. T'as des artistes, je citerai pas leur nom, mais j'ai des gens que je connais ou avec qui j'ai bossé, je les ai déjà vus faire des trucs sur Instagram. Je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, gros? Qu'est-ce que tu fais, ma gueule? T'es en train de... Les gens, ils ont pas besoin de voir ça de toi. Tu vois? Et, je suis d'accord avec ça. Et c'est là où moi je dis la guerre des détails, c'est que les détails, c'est savoir où positionner ton artiste, tu vois, dans quelle catégorie, s'il y en a une. S'il est dans un domaine où c'est un marché bouché, bah, où il y a beaucoup de monde, bah, peut-être qu'il faut, tu vois, faut l'orienter un peu vers un style un tout petit ça, mais un peu différent. Et voilà, mais le marketing aujourd'hui, l'image, c'est la base. C'est clair. T'as des artistes qui, bah, je pense qu'un mec comme Hustle Enfoiré, c'est pas le marketing, mais c'était l'aura qui est autour de lui, le charisme. C'est une resta, le mec. Tu vois, il y a sûrement des rappeurs dehors qui sont plus forts que lui. Un aristocrate. Non, mais tu vois, il y a des rappeurs qui doivent être plus forts que lui dehors, vraiment. Ça fait pas tout. Mais le mec, la manière dont il parle, les expressions. Pour moi, un rappeur, il doit ramener son expression. Chaque grand rappeur. Ça va plus loin que son univers, en fait. Exactement, son univers. Mais je parle, il y a des expressions qui ont marqué les époques. Qui ont été, tu vois, Booba, Rof. Ils en ont. Ils en ont donné. Hein. Que ça soit Ça fait Zizir, En mode, ou Booba, Moret, ou je sais pas quoi, ou Noir, ou Tuba, ou tous ces trucs-là que les mecs derrière, tu vas en studio, tu les entends, ils parlent tous comme ça. Non, c'est vrai. C'est respectable. C'est clair. Tu vois, et Hustle Enfoiré, en son époque, il vient avec Moula, il vient avec... En esprit. Tu vois. Et je pense que c'est aussi ce qui fait, tu vois, le succès de... C'est tout, en fait. C'est un tout. Ça va de la musique aux personnages, aux expressions. Après, il faut faire attention aujourd'hui avec les dérapages parce que, t'as vu, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Si tu dis tout et n'importe quoi, et dans n'importe quoi, il y a des trucs qui peuvent nuire à ta carrière aussi. Donc, il faut faire attention. Exactement. Moi, j'aimerais bien... On approche de la fin de l'émission, donc j'aimerais bien savoir, vu que t'es un beatmaker et DJ, t'as bossé avec plein d'artistes. Parce que... faut bien que des gens chantent ou rappent sur tes sons. Et j'aimerais savoir, c'est qui l'artiste le plus relou, entre guillemets. Quand je dis relou, ça veut dire c'est un peu le plus surperfectionniste, qui est jamais content, qui recommence tout le temps. Si tu devais en citer un. Un qui recommence tout le temps ? Dans ceux-là que j'ai travaillé. Hein. Un qui recommence tout le temps. Qui est là, qui est jamais content, qui a toujours l'impression qu'il peut faire mieux, donc il veut retoucher, il veut recommencer. Bah en fait, ça c'est un des traits du compétiteur, tu vois. Donc il y en a pas mal qui ont ce truc-là. Après, il y a différents stades, tu vois. Un qui est jamais content, Landy, il est jamais content. Qui d'autre? Là, des nouveaux, en fait, je parle dans les nouveaux. Après, dans les anciens... Landy, tu l'as jamais vu en studio content,
train de sauter sur un morceau qu'il a fait. Il va aimer son titre, mais tranquille, quoi. Voilà. Ou le lendemain, il peut dire, ah non, j'aime pas. Ok. Non, j'aime pas. Mais il faut pas l'écouter. Ouais, bah oui, Parce non. qu'en vrai, il est bien, le truc. Ça, c'est ton rôle, ça. Tu vois? Ça, c'est ton rôle de. Et il faut pas l'écouter. Sinon, ouais, il y a. Je peux pas dire non, la crime, non, parce que la crime, lui, en vrai, il valide ce qu'il fait, il aime bien. Mais, comme ça, tu mets une colle. Après, quand on bosse ensemble, les artistes, en général, ils sont contents. Après, Quand ils bossent avec moi, en général, ils sont contents. Donc, j'ai pas eu. Mais ouais, je l'ai ressenti des fois sur Landy ou SCH qui est perfectionniste. ok. SCH. Lundi, SCH. SCH, quelqu'un de perfectionniste. Le souvenir que j'ai de lui en studio, c'est un mec qui maîtrise son art. Ok. Tu vois, qui bosse bien, voilà, il sait ce qu'il veut, tu vois. Et pour toi, l'artiste qui a le plus de folie en studio? Quand je dis la folie, c'est-à-dire qu'il va trouver des trucs qu'il va créer dans le studio et il va trouver des trucs dingues sortis d'ailleurs et tout ça. Si tu devais en citer un. Un qui sort des trucs d'ailleurs. Ouais. Après, ça dépend. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est, tu rentres en studio, t'as fait une prod, t'imagines un truc, et l'artiste qui vient dessus, il fait que tout prend une autre tournure. Le morceau, il va ailleurs, mais vous êtes tous contents. Ouais. Il y en a un. Je peux pas dire il y en a beaucoup. Si mais tu devais en citer un. Un de toute ma carrière. Qui a été ailleurs. En fait, j'ai bossé avec tellement de personnes. Je te jure, c'est vrai. Hein. J'ai pas envie de vexer les autres. Mais j'ai bossé avec tellement de personnes que je peux même te citer des personnes qui m'ont surpris alors que j'ai bossé avec eux juste une fois. Ah, mais un qui m'a surpris, Chili, le petit Chili, le jeune. Ok, ouais. Chili m'a surpris de ouf. Ok. Il m'a surpris parce qu'il a fait un morceau avec Guy de Besbar sur une prod que je leur ai faite. Et la tournure, en fait. Ce qui m'avait choqué, c'est qu'il faisait des top lines. Ok. Et que, en fait, ces top lines, il n'y en a aucune qui se ressemblait. Il a fait 3 top lines, on aurait dit 3 artistes différents. C'est très très fou. Ça. Donc lui, je pense que dans le futur, tu vois, pourtant c'est un mec, on s'est vu une fois en studio, hein, Ok. tu vois. Mais je pense que lui, dans le futur, il a une belle carte à jouer, au même titre qu'un Leto, qui interprète sa musique à sa manière. Leto, très chaud en ce moment-là. Leto, qui est pareil, Leto, c'est un mec que j'ai suivi, il avait 14 ans. Je l'ai fait venir à mon studio, ils étaient tout petits. Ok. Tu vois. Je lui ai fait plein les poches avec Sadek. Ouais. Tu vois, c'était toi, ouais, c'était moi. Okay. Plein les poches, c'était moi. On faisait un morceau avec Pesotec comme ça et il fallait un feat. J'ai appelé Sadek. À l'époque, je le voyais beaucoup. Ok. Et il est venu naturellement. Ils ont fait derrière, ils ont fait je sais pas combien de millions de vues sur ce morceau, je crois. Et pour X raison, il n'est plus sur YouTube. Ah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ouais, il y a plein d'artistes en fait qui peuvent te surprendre. Ok. Tu vois, il y a plein d'artistes. Après. Genre qui m'ont mis des baffes. SCH, il m'a déjà mis des baffes. Ok. Dans l'écriture. Ouais. Booba à l'époque, quand je le voyais enregistrer Panthéon. Ok. Tu vois. Moi j'étais là, j'étais son DJ, mais je faisais pas de prod, tu sais, j'étais là comme ça. Pas au studio comme ça. Je restais, tu vois. Ok. Et ouais, Booba, en fait, il y en a plein. Chaque artiste a sa folie. T'as des artistes, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont être là comme moi, tu vois, ils subissent le truc. Ça c'est naze pour un artiste. Ouais. Pour moi, un artiste qui sait pas prendre des décisions, des décisions lui-même, ou d'être têtu parfois, de vouloir aller dans son truc à lui, c'est pas un artiste. Tu vois, parce que tu dois avoir ton instinct à toi, en fait. Ouais. Mais après ouais, il y en a plein. Il y a par exemple ZKR récemment, on est en train de faire des morceaux, ils sont incroyables. Ok. Vraiment, dans l'écriture, ça touche la perfection. Le mec, il est vraiment fort. Ok. Genre au niveau de l'écriture, je le mets dans la case de tous ceux-là que j'ai travaillé, je le mets dans le top 3, au niveau de l'écriture. On est pressé d'écouter ça. ZKR, c'est du sérieux. Il y a des beaux feats en plus dans le projet. Ok. Donc voilà, en vrai, il y a plein d'artistes. Après, si, je peux te dire au State, Econ. C'est vrai que t'as bossé aux États-Unis, t'as rencontré des têtes. T'as bossé avec Econ par rapport à quel projet? En fait, j'ai pas bossé avec lui. J'ai été là quand il faisait le morceau avec Booba. Ok. À l'époque. Ok. Et ça m'avait surpris parce qu'en fait, il était venu avec une mallette, il faisait écouter ses prods.
Ok. Parce qu'il faisait des prods à l'époque. Et en fait, c'est son instinct de la mélodie. La manière dont il... Mais en fait, c'est propre au Quinry. Parce que même avec Migos, ça m'avait fait ça, en fait. Les mecs, tu les vois en studio, ils sont artistes. Ok. Et en fait, ils poussent le côté artistique tellement loin que après ils passent derrière les machines. Ok. Tu vois. Et qu'ils font eux-mêmes leur réglage. Okay, moi, j'ai vu Quavo faire ça sur le morceau avec La Crime. Quand on avait fait le morceau Migos La Crime, où Quavo défoncé, tu te dis, ouais, je tiens plus debout. Et le mec, il finit son couplet qui est incroyable. Tu le vois en zombie. Et tout d'un coup, il dit à l'ingé, s'il te plaît, bouge. Et là, le mec, il te pose t'as ce plug là, t'as ça, ok, ta. C'est ouf ça. Et il se fait sa template vite fait. Et t'es là, tu te dis. J'ai vu Ophélie Winter faire ça, mec. Arrête. Au Pro Tools, elle rigole, hop. Et CH fait ça. J'étais choqué, j'étais pas prêt. Ah ouais. Ah ouais. Elle fait Ophélie Winter. Elle sort de la cabine, boum, boum, boum. C'est bien. Pro Tools. Elle cale ce qu'il faut recaler, tout ça. Incroyable. J'aurais jamais pensé ça d'Ophélie Winter. Ouais. Alors, si elle veut être ingé son dans mon studio, il y a de la place. Hein. Voilà, on l'embauche. On l'embauche. Mais ouais, en fait, t'as... Snoop Dogg, j'ai vu que t'avais rencontré Snoop par rapport à La Crime. Ouais. C'est toi qui avais fait la prod? Ouais. Donc toi, t'as une prod, il y a Snoop Dogg dessus. Il dit même mon nom au refrain. Incroyable. Il dit Belek La Crime, Juice in my jean. Incroyable. Tu vois? Dans quel état t'es à ce moment-là? Bah, c'est surtout qu'au début, quand il dit Belek La Crime, moi, on reçoit les voix. Je capte pas qu'il dit Belek. Moi, je crois qu'il dit LA La Crime. Tu vois, genre Los Angeles, je sais pas, mais jamais je me dis. Et en fait, c'est la personne qui nous a mis en relation, qui a été super cool et qui lui a dit, ouais, le beatmaker, c'est un mec, c'est un très bon ami à moi, mets-le bien. Et le mec, en fait, il a carrément sorti mon blaze. Et puis Snoop m'a... Ah, c'est quelque chose, hein, de rencontrer Snoop. Hein. C'est Snoop. Ah, Snoop, je suis désolé, hein, je l'ai vu. Il n'y a pas beaucoup de gens que tu vois, tu sais. Mais quand tu as un respect pour le hip-hop et que tu vois ce genre d'artiste devant toi, tu te dis, purée. Tu sais, tu reprends un monument, le mec. C'est un monument. Il est là depuis 1992. Et puis, il a la force tranquille qui va avec le monument. Ouais. Ça veut dire que le mec, il est cool. Il est, tu vois, c'est Snoop Dogg, quoi. Ton gros joint, tu vois. Et il nous a super bien accueillis, on a été super bien accueillis par son équipe. Et ouais, Snoop Dogg, ça a été vraiment une belle rencontre et c'est symbolique, surtout pour des passionnés. Je pense que on peut voir plein d'artistes, tu peux me ramener Lil Pump, j'en aurais rien à foutre, je vais même pas le regarder. Tu sais, parce que voilà, c'est des mecs qui sont, tu vois, mais lui quand même, c'est Snoop. C'était le pote de Tupac, tu vois. C'est ce que j'ai dit. Que j'ai été aux toilettes chez lui, dans son studio, et j'ai vu une photo, genre une vraie. Une photo de lui et Tupac. Ah ouais. Je dis, mais c'est une dinguerie, ça, c'est là. Ah ouais. C'est une vraie photo de deux, tu vois. Des deux. Et voilà, donc ouais, Snoop, c'était un super beau souvenir. Et sur le même album, La Crime, il y a Rick Ross. Ouais. C'est toi la prod aussi? Ouais. Mais là, t'as produit pour Rick Ross, là. J'ai fait Rick Ross. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand moi j'ai entendu la musique, j'ai dit, on dirait un morceau pour un album de Rick Ross. Mais mec, Rick Ross, j'étais obligé de respecter j'étais obligé de respecter ce flow qu'il a. Et puis moi, Rick Ross, c'est un de mes rappeurs préférés parce que c'est du beurre. C'est du beurre. J'aime bien ce qu'a fait La Crime dessus. Je trouve qu'il s'est très bien adapté. C'est pas spécialement le genre d'instru sur lesquels on a l'habitude d'entendre La Crime. Moi, pour moi, c'est du Rick Ross. Ouais, et je trouve La Crime sur du Rick Ross, Bah, en fait, c'est sans faire exprès, ma culture musicale, elle nous a dirigé vers un vrai morceau de Rick Ross. En vrai, je me suis fait plus un kiff que... C'est-à-dire, quand tu fais ce son, vous savez déjà qu'il va avoir Rick Ross ou pas? En fait, ouais. Donc tu le fais spécialement pour... Exactement. Okay. Et il faut le faire dans de bonnes conditions. Tu vois, c'était pas... Mais Rick Ross, j'ai tellement écouté ses albums. Et je sais que je sais que la prod, elle lui a vraiment parlé parce qu'il y aura plus que La Crime dans le morceau. Si tu fais attention, c'est un des rares featuring où t'as l'artiste, le featuring qui ira plus que, surtout les Américains, tu connais. 8 mesures, c'est 8 mesures. Hein. Tu veux 10 mesures, faut que tu rajoutes $20 000. C'est ça. Tu vois. Et là, le mec, il a vraiment été au feeling et il a kiffé le son. Et même lui, il avait dit la prod et tout. C'était obligé. C'était obligé que ça lui parle. Donc toi, ça veut dire, si je comprends bien, t'as un morceau avec Snoop, t'as un morceau avec Rick Ross. Et French aussi. J'ai fait aussi French Montana, c'était toi aussi? Ouais. J'ai fait French.
French Montana, tu l'as rencontré? Ouais, French. Est-ce que vous avez parlé arabe? Ouais. Ah, French, c'est un... Magnifique. Il French. parle bien arabe? Quoi? French, c'est la plus grosse arnaque que les États-Unis n'ont jamais connue. Parce que le mec est quand même américain. Il s'appelle French. Ah, mais je peux te dire que... Mais en vérité, il est ni French ni américain. Quand tu l'entends crier « Youssef Arwa !» tu te retournes, tu dis « Hein ?» Il a une rechute, là, c'est quoi? Et en fait, le mec, c'est un vrai blédard quand tu le connais. C'est un... Magnifique. Lui, je respecte de fou sa réussite parce que, en fait, pour moi, c'est un surdoué, French. Parce que tu le vois, il a leur code. Il a vraiment leur code. Ouais. Mais le mec, il a quand même été au State à 14 ans. C'est-à-dire, ouais, tes racines, elles sont c'est présentes. Ouais, tu vois, tard, c'est pas, ouais, je suis parti à 2 ans, je me rappelle plus. Ouais. Là, tes racines, tu vois, tu sais ce que c'est, tu vois. Et c'est surtout que lui, quand tu le vois, il le revendique de ouf. Et il parle en rebeu, il peut être... nous, on l'avait vu, il y avait... genre, il est venu nous voir Il est venu nous voir à la villa. On avait pris une villa. Et à Los Angeles, et il est venu nous voir, je crois, 2 fois. Et le mec, il a une armée avec lui, tu vois, il a ses potes, et tout d'un coup, tu vois, il y a un petit clan de rebeux. Je te jure, il y a un petit clan, ils sont 2-3, ils sont là. Il en a besoin. Et tu vois, dès qu'il faut parler en rebeu ou quoi... Mais ouais, mais après, ouais, ça reste un carré, hein, attention. C'est devenu un carré. Mais il a ce côté il a ce côté de chez nous où tu parles avec lui, ou... C'est ce que j'aime chez ce mec-là, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il kiffe. Son succès, il est souriant. Ce mec a l'air cool. Moi, j'ai jamais rencontré. Il a l'air cool pour de vrai. Après, les rappeurs américains, je sais pas mais quand tu les vois, tu vois, les 3/4, ils ont un regard vide. Ok. Je sais pas s'ils sont blasés ou s'ils ont pris trop de drogue ou je sais pas. Après, il y a les drogues. Mais les mecs, tu les vois, normal en fait, t'as pas l'impression qu'ils sont heureux quand tu les vois. Bah, French Montana, je le trouve souriant. Non, lui, il a ce truc-là. Et puis même, c'est pas où tu vois que c'est pas un carré comme les autres, c'est qu'il dit bonjour à tout le monde dans la pièce. Alors, les Américains, qui viennent. Ils saluent ceux qui connaissent. Et il va venir, il va aller voir le mec au milieu de nous, il va lui serrer la main, et toi, il va te regarder. Tu vas dire, mais. Une fois, j'avais eu on a vu Ryan Leslie. Ryan Leslie, qui était le producteur de Cassie, qui était venu à l'époque. J'ai voulu le tuer. Il était venu avec une dégaine, en plus il était habillé en mode fashion parisien, mais c'est à la manière des States, donc c'était affreux. Et le mec, il est arrivé, mais j'ai cru que c'était Dr. Dre. Je me dis, mais c'est qui celui-là là T'as fait, en plus, il est venu dans le studio, où on s'en foutait de savoir qui t'étais. C'était pas, t'as des gens et tout, ils ont le choc de l'événement et tout. Moi, t'as vu, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait une lunatique au platine, j'avais 14 ans. C'est-à-dire, le choc de l'événement, je l'ai... Ça y est, c'est derrière. T'as vu, c'est derrière, je veux dire, mais ça te décomplexe pour plein d'autres choses. C'est clair. Tu vois, il y a plein d'autres choses où t'as plus le choc. Et c'est-à-dire, lui, quand je l'ai vu, il m'a bien fait marrer, ce rigolo. J'ai dit, mais lui, tu vois, et derrière, sa carrière, au revoir en vrai. T'as vu, il a duré 3 ans. Et à la différence de ça, j'ai rencontré Pharrell Williams. Et là, purée, c'est comme Snoop. Voilà. En fait, c'est les plus forts qui se la racontent pas. C'est souvent comme ça. C'est ceux qui ont rien à prouver. Tu vois Pharrell, on dirait c'est toi Pharrell. Tu sais comment le mec il est, tu sais. Il vient, ça va. Tu vois, il est vraiment avenant, il essaye de comprendre, tac et tout. Et voilà, ouais, non, c'est... les Américains, French, en tout cas, c'est une très belle réussite. Et gros big up à lui et à son cousin Youssef. C'est son cousin Youssef du 7-8. Parce qu'il faut savoir qu'il a vécu 1 an dans le 7-8. C'est French. pas vrai. Ben ouais, bien sûr. Magnifique. Je crois qu'il a eu une histoire avec le 7. Imagine, il aurait pu être dans Banlieue Sale. Magnifique. Magnifique. En tout cas, big up French Montana. Ouais. C'était super cool de t'avoir reçu, en tout cas, dans cette émission. On a appris plein de choses sur toi. Et moi, je veux que ton nom circule plus que ça. Ok. Je veux ça. Parce que t'es actuel, t'es là, t'es d'une autre époque, t'es toujours là, et t'es jeune. Ouais, j'ai 33 ans. C'est incroyable. Bon, on vieillit, 33 ans. C'est rien, 33 ans, je me rappelle. Ouais. C'est là que j'ai fait ma crise de la trentaine. Ouais. C'était une époque lointaine, ça, c'était bien. J'aimerais bien retourner. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je vais... De toute façon, cette année, je pense que, t'as vu, moi, je fais partie de ceux, comme j'ai été souvent entouré, quand tu te mets à faire tes choses naturellement, il y a des choses que tu mets plus de temps à d'autres. Que d'autres à faire, tu vois, parce que t'es concentré dans les vrais trucs. Et mais là, les résultats, s'ils sont bons, ça mettra ton nom plus haut, ça c'est sûr. Et je te le souhaite. Merci beaucoup Driver et un grand big up et un grand respect à toi, que
tu sais très très bien ce que je pense de toi, et de ta carrière et de tout ce que t'as fait. Merci beaucoup. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve avec un autre invité pour la prochaine. C'était Featuring et on vous dit à la prochaine. Force à vous. Ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.